Alors, c'est un plaisir de parler après un exposé comme celui-ci qui va montrer la diversité des questions qui sont posées 150 ans après l'origine des espèces. Je remercie beaucoup Armand Doricles de m'avoir associé à cette réflexion. C'est aussi un plaisir de parler après des gens qui ont abordé largement des questions que je vais utiliser aujourd'hui, comme Jean Gaillon, Evelyne Heyer, Georges Perriquet, Thierry Hoquet hier. Je résumerai simplement les points pour lesquels je ferai appel aux idées qu'ils ont présentées. Donc, pour reprendre une plaisanterie, en tout cas un mot humoristique d'hier, si Darwin n'avait pas publié sa théorie de l'origine des espèces il y a 150 ans, certainement nous ne fêterions pas le 150e anniversaire aujourd'hui, ça c'est évident, mais peut-être que nous aurions l'occasion de fêter un centenaire qui est important puisque c'est le centenaire de la notion de gène. Comme on vous l'a dit hier, les embryons de Mendel ont été redécouvertes en 1900. C'est une méthode qui fait apparaître une manière de caractériser la ségrégation des gènes, des allèles. Le mot de génétique a été inventé quelques années après par Bateson, mais en 1909 apparaît le concept, qui est quand même un concept majeur de la biologie du XXe siècle, dont vous connaissez, dont en fait tout le monde dans le monde connaît l'existence. Non seulement la notion de gène, mais de génotype et de phénotype. Alors, ce qui est intéressant, c'est que 100 ans, c'est 50 ans de moins que 150. Et ça veut dire que pendant un tiers de la période qui a suivi l'apparition de l'origine des espèces, la sélection naturelle ne pouvait s'appuyer sur aucun mécanisme connu d'hérédité qui soit vérifié. Ça ne veut pas dire que les choses se sont simplifiées par la suite, parce que les généticiens, par la suite, ont pendant longtemps émis des diverses hypothèses sur le rôle respectif du hasard et du déterminisme, c'est-à-dire la sélection naturelle, dans l'évolution. Parce que la génétique, c'est d'abord un jeu de hasard, il ne faut pas oublier. Alors j'ai mis une date arbitraire, 1989, ce n'est pas vraiment la fin des polémiques, peut-être qu'elles reviendront, mais disons c'est la période où apparaît un certain consensus. Alors qu'est-ce qu'un gène ? Alors, ceci n'est pas un gène, par exemple. Ceci n'est pas un gène non plus. Ce n'est pas une pipe non plus. C'est un arbre. Ceci, ce n'est ni un gène, ni une pipe, ni un arbre. En fait, ce n'est pas un arbre parce que c'est, comme on nous l'a dit, c'est une figure qui apparaît dans l'origine des espèces au chapitre de la sélection naturelle, dans la figure divergence des caractères. Et lorsqu'on dit divergence des caractères, pour Darwin, c'est une divergence qui a un sens adaptatif. C'est-à-dire la raison pour laquelle ces branches divergent les unes des autres tient à la sélection naturelle. Cela est supposé représenter la sélection naturelle. Alors, dans cet arbre, nous dit Darwin, la première fois où il le présente, cet arbre, cette figure, ce diagramme, il dit qu'il a affaire à des variétés ou éventuellement à des sous-espèces. Dans ce processus, au départ, on a une espèce qui est relativement homogène, qui ensuite se diversifie sous l'action conjointe de l'apparition de nouvelles variétés et de la sélection naturelle, et qui finalement, nous dit Darwin, donne naissance à plusieurs sous-espèces qui ont suffisamment divergé les unes des autres. Alors, il nous dit que, évidemment, cette figure peut engendrer aussi des espèces, des genres, des familles, des ordres, et peut servir à cela. Il donne la même représentation à la variabilité intraspécifique et à la variabilité interspécifique. C'est une richesse de dire que l'une procède de l'autre et que quelque part elles sont de même nature. Mais il y a quelque chose de trompeur quand il dit ça. C'est qu'en fait là, nous n'avons pas de génétique. Nous n'avons non seulement pas de génétique, nous n'avons pas la génération au sens le plus plat du terme, parce que, comme il nous dit, nous avons des variétés. Effectivement, ici nous n'avons pas d'individu. Un individu a deux parents, je vous rappelle, vous savez certainement. Et comment faire apparaître les deux parents d'un individu dans cette figure ? Cette figure représente une forme d'hérédité très élémentaire. Selon les critères modernes, ça pourrait être celle, par exemple, des mitochondries, qui sont héritées d'une manière purement maternelle, où la reproduction bisexuelle n'intervient pas, ou celle des chromosomes Y, qui est aussi héritée de père en fils, ou même celle du nom de famille, et qui est aussi héritée de père en fils. Nous aurions alors des lignées qui correspondent à cela. Mais là, nous n'avons pas
ce qui était connu de manière quand même élémentaire et universelle à l'époque de Darwin, que pour faire un enfant, il faut 2 parents. Alors, donc c'est le début de la divergence intraspécifique. Oui, ce n'est pas un arbre au début, mais ça le devient, pour paraphraser une phrase célèbre. Alors, pourquoi Darwin a choisi ce schéma, cette représentation-là? Parce que pour appuyer sa théorie de la sélection naturelle, il s'appuyait sur une expérience d'évidence. La sélection est possible, puisque la sélection, entre guillemets, la sélection artificielle, nous la voyons tous les jours, l'éleveur la pratique. Donc c'est pour ça qu'il utilise des variétés dans son exemple. Mais à l'époque, comme je vous le disais, on savait que la reproduction se faisait avec le rôle de 2 parents. Alors là, comme l'ont rappelé plusieurs orateurs précédemment, on pensait à l'époque à la réalité, on croyait à la réalité de mélange, par lequel un descendant est intermédiaire entre ses parents, et vous savez que quand on mélange 2 choses, on obtient quelque chose de moyen entre eux, mais à partir du mélange, je ne veux pas reconstituer les constituants. Avec du jaune et du bleu, on fait du vert, mais avec du vert, on ne fait pas du jaune et du bleu. Avec plusieurs couleurs, on fait du gris, mais avec du gris, on ne refait pas les couleurs. Et donc, dès qu'il y avait reproduction, c'est-à-dire dès la génération après l'apparition d'une variation, la variation était en voie de disparition par mélange. Donc, pour Darwin, eh bien, sa théorie était ruinée. C'est la raison pour laquelle il a imaginé un mécanisme qui apporte continuellement de la variation avantageuse, et donc, on nous l'a expliqué, c'est la théorie de la pangénèse par laquelle il y a hérédité des caractères acquis, à savoir que l'organisme au cours de son développement acquiert de nouveaux traits en s'adaptant à l'environnement, et ces traits sont transmis aux cellules reproductrices et ainsi, par cette voie-là, à la génération suivante. Et vous savez qu'en 1900, on a redécouvert, génétique c'est un petit peu anachronique, le mot de génétique est un peu plus tard, en 1900, la ségrégation mendélienne, ségrégation de facteurs qui ne sont pas altérés par le mode d'adaptation des organismes. Alors, on vous a dit aussi que à partir de ce moment-là, il a fallu quand même un certain nombre d'années de réflexion pour relier ça à la notion de sélection naturelle de Darwin. Et c'est en fait en 1930 seulement que des généticiens des populations, essentiellement sur la base d'études mathématiques, ont réhabilité la notion de sélection naturelle. 1930, c'est 71 ans après l'origine des espèces, c'est il y a 79 ans. C'est à peu près la moitié du temps qui nous sépare de Darwin. Donc cette hérédité, on l'appelle hérédité particulière, parce que le support de l'hérédité n'est pas quelque chose qui se mélange. C'est la différence avec l'hérédité de mélange. Alors, donc, on a appris quoi jusqu'ici? Que la sélection artificielle a montré à Darwin que la sélection naturelle était matériellement possible, et que la génétique mendélienne était compatible avec la notion de sélection. Alors en 1930, Ronald Fisher, l'un des théoriciens de la génétique des populations, écrit un livre qui s'appelle The Genetical Theory of Natural Selection, et il insiste sur ce point, et il insiste même, lui qui est le théoricien de l'analyse de variance, va insister sur un point supplémentaire. L'hérédité particulière diffère de l'hérédité de mélange par un facteur encore plus important, il n'y a pas de tendance à la diminution de la variabilité. Certes, dit-il, le hasard comme cause de la diminution de la variance héréditaire est excessivement petit, comparé au taux de diminution dû à la généralité de mélange. Alors là, il nous montre un petit bout de la queue du chat et nous dit, il reconnaît que la variation héréditaire diminue malgré tout, un tout petit peu, sous l'hypothèse de l'hérédité mendélienne. Alors, je rappelle quelque chose que vous savez facilement si vous avez fait un tout petit peu de statistiques dans la vie. Quand vous utilisez la variance d'un échantillon et que vous voulez avoir une estimation de la variance de la population d'où est issu cet échantillon, vous faites une petite compensation par n-1. Cela est dû au fait que lorsque vous échantillonnez quelque chose, vous perdez un tout petit peu de variabilité qui est proportionnelle à la taille de votre échantillon. Alors ça, c'est valable pour une variable quantitative. Pour une variable qualitative comme la diversité allélique, c'est la même chose. Là, le terme 2n est une convention de langage qui correspond des généticiens qui correspond au petit n qui est ici. Donc, il y a à chaque génération un tout petit changement. Ça ne gênait pas chez Fisher, parce que Fisher s'intéressait à l'application de la loi des grands nombres. Il croyait au déterminisme dans la sélection naturelle. Il ne s'intéressait pas aux petites variations. Mais il était parfaitement au courant, bien sûr. Ça ne gênait pas Fisher, mais le problème, c'est qu'avec le temps, des petits changements s'accumulent. Avec le temps, tout devient possible.
Et alors, ce qui ne gênait pas Fischer a gêné par contre un autre théoricien de la génétique des populations. Alors d'abord, je vais vous montrer donc, le phénomène qu'on observe. Donc, puisque la taille de l'échantillon est importante, génération après génération, les fréquences alléliques changent un tout petit peu en fonction du modèle binomial, donc en fonction de la taille de l'échantillon. Et ici, si on a un modèle parfaitement neutre, avec des gènes qui n'apportent aucun avantage ou désavantage à leur porteur, et qu'on part d'une fréquence de 10%, beaucoup d'allèles, après fluctuation, vont disparaître, et d'autres, par le hasard, vont se fixer, en atteignant la fréquence de 1. Ça, c'est ce qu'on appelle la dérive aléatoire neutre. C'est une autre manière de représenter la perte d'information due à des échantillonnages. Alors, donc, cette dérive aléatoire a été beaucoup théorisée. Alors oui, excusez-moi. Il faut opposer ça à un changement dû à la sélection, lorsqu'un gène procure un avantage sélectif à son porteur. On a aussi un peu de hasard, comme vous le voyez, mais on a surtout un phénomène déterministe qui fait que très très vite, on a disparition de la variabilité, puisque l'allèle avantageux est fixé à la fréquence de 1. C'est un phénomène beaucoup plus rapide que l'autre. Donc ce théoricien, c'est un Français, c'est le troisième, celui dont on n'a pas parlé hier, c'est le troisième théoricien de la génétique des populations en France. Comme les deux autres, il est issu de l'école normale supérieure, ce qui fait qu'il vivait dans un milieu un peu séparé de l'establishment français néo-lamarckien qui était établi à la Sorbonne et au Muséum. Alors lui, c'est un pur mathématicien et il s'était donné comme sujet de recherche d'explorer entièrement les conséquences théoriques des lois de Mendel. Point. Et de refaire le travail de Fischer. Alors, dans ce cadre-là, il est arrivé à la conclusion que la dérive génétique aléatoire jouait un rôle très important dans l'évolution, d'une part, et puis bon, il a mis au point une méthode qui sera réutilisée en 1982 et qui constitue aujourd'hui le b.a.-ba de la génétique des populations moléculaires. Donc ça, c'est notre compatriote Gustave Malécot. Alors Gustave Malécot a beaucoup influencé à l'époque un généticien des populations expérimentales français qui est Maxime Lamotte, qui est présent ici, et qui a eu le privilège dans sa vie d'être celui qui a créé le plus beau jeu de données de génétique des populations avant la génétique des populations moléculaires. C'est son étude très extensive du polymorphisme de la coquille de l'escargot Sepia nemoralis. On le voit ici, il y a 50 ans, pour le centenaire de l'origine des espèces de Darwin à Cold Spring Harbor, un grand événement devant tout le Gotha de la génétique des populations mondiales. Et on a ici notre petit Français, qui d'ailleurs ne parlait pas très bien anglais, avec Shepard, un sélectionniste de l'école de Fischer. Et devant les yeux ahuris de tous ces gens, il explique, voilà, j'étudie la fréquence de ces changements alléliques en France, et je trouve des changements de fréquence qui ne peuvent s'expliquer que par la théorie neutraliste de l'évolution. Un grand froid, que vont dire les maîtres de la génétique des populations, Cyril Wright intervient et dit « Oui, il me semble que les résultats du docteur Lamotte indiquent fortement que la dérive génétique aléatoire joue un rôle important dans les variations de fréquence chez l'escargot. Et il faut souligner cependant que l'importance de la dérive aléatoire en évolution ne vient pas de cas de cette sorte, où il n'y a que des fluctuations locales d'un couple d'allèles autour de l'équilibre. Elle vient des cas où il y a fluctuation simultanée des fréquences alléliques à un grand nombre de locus dans les systèmes d'interaction avec de multiples pics sélectifs. » Alors, Georges Perriquet vous a présenté hier les théories de Cyril Wright, où on a une surface comme ça topologique avec des maxima qui correspondent à des maxima de fitness moyenne des populations dans le paysage multidimensionnel des fréquences alléliques. Et la théorie de Wright, c'est que dans une grande population, les populations se trouvaient piégées au sommet de ces maximums, et pour rejoindre un autre maximum, il fallait introduire un peu de bruit, donc un peu de hasard, et que des petites populations, fluctuant autour de leur maximum, pouvaient changer de pic. Donc pour lui, le hasard était d'une certaine manière recruté par la sélection naturelle pour produire encore plus de sélection. Donc on voit là, en 1959, le monde de la génétique des populations passer à côté de quelque chose qui, 9 ans plus tard, va devenir la bouteille à l'encre
l'obsession de la génétique des populations, la théorie neutraliste. Donc, comment ça s'est fait? Alors, en 1966, deux généticiens de la drosophile obscura, quelque part par là, Lewontin et Hobby, ont trouvé le moyen, pour la première fois dans l'histoire de la génétique, de répertorier le polymorphisme à un grand nombre de locus dans le génome. On ne savait pas séquencer, mais à l'époque, on savait étudier le polymorphisme des protéines. Et ils trouvent énormément de polymorphismes, tellement de polymorphismes que la théorie mathématique de la génétique de l'époque ne peut que conclure que ces polymorphismes ne peuvent pas être sélectifs, ne peuvent pas être maintenus par la sélection. Parce que pour qu'il y ait sélection, il faut qu'il y ait dissipation d'une sorte de potentiel reproductif. Il faut que des individus soient choisis, donc d'autres doivent ne pas être choisis. Or, avec un tel niveau de polymorphisme, nous avons tous, à un locus ou à un autre, l'allèle défavorisé. Donc, la sélection devrait être générale et on peut très facilement calculer qu'aucune population d'aucune espèce dans le monde ne possède suffisamment de potentiel reproductif pour maintenir tous ces polymorphismes par la sélection. Toutes ces espèces s'éteindraient. Grave problème. Dans le monde de la génétique des populations, après 100 ans de darwinisme, et c'est Kimura et Ota, deux Japonais, qui, quelques années plus tard, vont résoudre cette question en disant eh bien l'évolution est neutre. L'évolution est neutre au niveau moléculaire. Alors je précise bien que la théorie de Kimura et Ota, c'est la théorie neutraliste à l'échelle moléculaire. Ça a été traduit en français, la traduction est très très bonne, mais la jaquette fournie par l'éditeur est un petit peu exagérée puisqu'il parle de théorie neutre de l'évolution. Il s'agit bien de l'évolution moléculaire, n'est-ce pas? Alors cette théorie, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'au cours du temps, des mutations neutres apparaissent à l'échelle moléculaire. Parfois, l'une d'entre elles se fixe par hasard. Et la base mathématique est importante, mais tout cela se résume à deux conclusions très simples. Le taux d'évolution neutre est égal au taux de mutation neutre. Et le polymorphisme neutre est égal à une expression qui n'est proportionnelle qu'au taux de mutation neutre et à la taille de la population. Très simple. Très simple. Alors, première conséquence pour nous, ça veut dire d'abord que l'hypothèse nulle en génétique des populations, ce n'est pas la fixité des espèces, mais c'est un changement continu. Changement à l'échelle moléculaire, mais pas forcément à l'échelle morphologique. Vous connaissez tous la limule qui, depuis 200 millions d'années, n'a pas changé de forme. Lorsqu'on fait la génétique de la limule, on se rend compte qu'elle a le même taux de mutation que les autres organismes. Alors, petit problème quand même, c'est que, d'une part, le taux de changement fourni par la théorie de Kimura et Ota, c'est un taux de changement par unité de temps, certes, mais par unité de temps comptée en générations, et non pas en années. Or, on a voulu évidemment utiliser ça pour l'horloge évolutive. Alors, ça marche d'ailleurs, ça marche relativement bien, mais le scandale, c'est que ça marche relativement bien parce qu'en fait, le temps de génération varie beaucoup d'un organisme à l'autre. Alors, on peut faire des théories supplémentaires, auxiliaires, pour essayer d'expliquer ça, mais là où ça ne marche pas du tout, c'est l'explication selon laquelle le polymorphisme dépend de la taille des espèces. C'est une taille efficace, une taille génétique, certes, mais le problème, c'est que le polymorphisme, il change relativement peu d'une espèce à l'autre. Parmi les invertébrés, parmi les insectes, parmi les crustacés, parmi les mollusques, il y a à peu près la même valeur, alors que l'abondance de ces espèces dans la nature varie énormément, même entre espèces proches. Donc la théorie neutraliste de l'évolution moléculaire a des difficultés. Et alors l'alternative, ça va être une explication sélectionniste. En 1974, Maynard Smith et Haig proposent une explication sélectionniste basée sur quoi? Eh bien, ce qu'ils disent, c'est que certes, nous avons du polymorphisme neutre, beaucoup de polymorphisme neutre, mais son niveau moyen est le niveau qui est laissé après que passent régulièrement des épisodes sélectifs dans le génome. Si nous avons un gène qui est sélectionné à un endroit dans le génome, alors là nous avons, si je puis dire, une carte chromosomique de gauche à droite, s'il y a sélection ici, le niveau de polymorphisme va s'abaisser au niveau de la sélection. Pourquoi? Parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, lorsqu'il y a sélection, très vite, un allèle remplace tous les allèles antérieurs. Donc, voilà pourquoi ici,
on a perte de sélection. Pourquoi on n'a pas perte de sélection plus loin? Parce que, comme je vous l'ai dit aussi, la reproduction est bisexuée, donc il y a de la recombinaison. Donc, plus loin sur le chromosome, les gènes sont moins affectés par cet effet qu'on appelle un effet d'autostop, parce qu'ils sont plus loin de l'autostoppeur, si je puis dire, de celui qui pourrait prendre l'autostop, du gène sélectionné, et leur polymorphisme est restauré par le fait qu'il y a indépendance génétique du fait des recombinaisons. Alors, de manière anachronique, ça c'était en 1974, mais on peut donner un exemple moderne qui va vous expliquer ça. Ici, par exemple, nous avons le cas du vecteur de la malaria. Donc, que font les gens pour lutter contre le vecteur de la malaria? Eh bien, ils utilisent des médicaments. Alors, que fait le vecteur de la malaria? Il se défend il se défend, si je puis dire, enfin, il ne le fait pas intentionnellement, par sélection naturelle, parce que les allèles, les gènes qui lui procurent un avantage pour lutter contre, pour se défendre contre cette attaque, ont de ce fait un avantage sélectif. Alors ici, on a un cas de balayage sélectif. On a ici un gène qui permet à ce parasite de résister aux attaques des antipalidéens. Et alors l'échelle est logarithmique, là, c'est-à-dire là, il y a énormément de distance le long du chromosome, c'est des kilobases, il y a en tout 1000 kilobases d'un point à un autre. On voit qu'autour du point de balayage sélectif, il y a disparition de la variabilité et elle est restaurée un peu plus loin. Donc ça, c'est un cas de balayage sélectif. Alors en 1982-83, en utilisant la base développée par Maleko, on a fait la théorie de ça. Alors, en deux mots, c'est ce qu'on appelle la théorie de la coalescence. C'est un modèle théorique qui est adapté à l'étude des séquences. Ici, on a la généalogie. Ici, on a des générations à l'intérieur d'une même population. Ici, les générations sont en ligne. Et puis, on a une généalogie de gènes d'un même locus. On voit que ces gènes, quand on remonte dans le temps, on arrive à un moment où il n'y a plus qu'un ancêtre commun de tout l'échantillon que l'on avait au départ. Ça, c'est dû à quoi? C'est dû à un phénomène très très simple, en deux mots, c'est dû à la loi de Poisson. C'est-à-dire que pour passer d'une génération à l'autre, tous les gènes ont la même probabilité de se reproduire, mais ils ne se reproduisent effectivement pas tous en donnant le même nombre de copies. Certains ne se reproduisent pas, d'autres d'une fois, deux fois, trois fois. C'est les aléas, d'une part, de la loterie génétique et d'autre part, de l'existence entre le moment où un œuf est produit et un autre œuf est produit à la génération suivante. Donc ça explique qu'on remonte toujours au dernier ancêtre commun d'une généalogie de gènes. Et le travail du généticien des populations, c'est travailler dans ce qui s'est passé pendant cet espace de temps. Au-delà, ça, on laisse ça aux systématiciens. Mais ici, on peut faire la génétique des populations. Donc la génétique des populations nous ouvre une fenêtre sur le passé. Lorsqu'un gène a muté dans cette généalogie, tous ses descendants ont le même allèle. Même chose pour celui-ci. Alors, en 89, un théoricien qui s'appelle Tajima a développé ce qu'on appelle un test de neutralité sélective qui utilise ces patterns de variabilité de la généalogie d'un allèle, d'un locus, pour savoir s'il y a eu sélection ou pas. C'est pour ça que j'ai donné la date de 89 tout à l'heure. Alors, voici à gauche ce que donne la représentation sous forme d'arbre des distances génétiques entre les allèles d'un même locus lorsqu'il n'y a pas de sélection. Ce n'est pas une généalogie à proprement parler, parce que je vous rappelle qu'il y a recombinaison. Ici, nous avons au contraire un gène sélectionné, et vous voyez que la sélection a fait disparaître toute variabilité. Nous avons un râteau. Ici, c'est un peu plus compliqué, mais je crois que je n'ai pas tellement de temps pour développer ça. Nous avons ici une carte génétique avec un couplage entre plusieurs zones génétiques. Alors vous voyez, ici on a la carte génétique, ici on a le niveau de polymorphisme qui s'annule ici, et les secteurs verts déterminent les endroits où ce test de Tajima est significatif. Et puis en dessous, nous avons les phylogénies d'allèles qui montrent que nous avons présence de râteaux significative à certains endroits. Donc vous voyez, le génome, c'est une succession d'endroits où il y a la signature de la sélection naturelle et d'endroits où on ne la voit pas. Alors, ce que nous a appris, donc, c'est que le balayage sélectif montre que la sélection naturelle existe dans la nature. C'est la première fois. On savait qu'elle existait dans les stations d'agronomie. On savait qu'elle était compatible avec les lois de Mendel.
Mais là, on voit qu'elle a eu lieu. Et autre chose, on a beaucoup dit que la sélection naturelle était une conception tautologique parce que finalement, celui qui survit, c'est celui qui a la meilleure valeur sélective, c'était celui qui survivait. Ce n'est pas vrai, puisque nous avons vu que certains gènes, certains allèles remplaçaient d'autres de manière neutre, et que d'autres montraient un pattern de diversité complètement différent, qui est la preuve qu'ils ont été soumis à la sélection. Alors, juste un mot, le programme scientifique actuel, c'est d'aller encore plus loin, et ce que je viens de vous montrer, de le regarder dans le génome entier. On sait séquencer les génomes entiers, on sait le faire une fois. Si on le fait 10 fois, 100 fois, 1000 fois, on a une étude du polymorphisme à l'échelle de l'ensemble du génome, et non seulement du polymorphisme, mais on peut repérer les points où il y a des cas de balayage sélectif. Les choses sont un peu plus compliquées que ça. Actuellement, il y a des gros débats parmi les généticiens sur cette question-là, parce qu'actuellement, des gens sont en train de faire ça. On n'a pas encore les données, mais dans quelques années, elles vont apparaître. Le problème va être de savoir comment on peut utiliser ces données. Alors ça, c'est le programme scientifique actuel. Et alors, vous voyez donc, pour conclure, que d'une part, pendant longtemps, on s'est demandé si une fausse question, est-ce qu'il y a plus de changements neutres que de changements sélectifs? Ce n'est pas la bonne question, la question de savoir combien y a-t-il de changements sélectifs dans une espèce par unité de temps. Ça, depuis Darwin, on n'a jamais encore répondu à cette question-là, et c'est évidemment une question fondamentale de l'évolution et de la compréhension de l'évolution. Et donc, pour finir, je vais prendre une phrase de Holden, qui date de 1924. C'est un pionnier de la génétique des populations. C'était tout le début de la génétique des populations. Il nous disait « Une théorie satisfaisante de la sélection naturelle doit être quantitative. Pour établir l'idée que la sélection naturelle est capable d'expliquer les faits connus d'évolution, nous devons non seulement montrer qu'elle peut conduire une espèce à changer, mais aussi qu'elle peut la conduire à changer à un taux qui explique les modifications présentes et passées. Merci.